sujets ensemble. Donc, sans perdre de temps, on va passer à parler des concepts clés pour les statistiques des différents produits et sources énergétiques. Et on commence avec une petite introduction avec moi et après je laisserai Nicolas aller très en détail dans chaque type de source énergétique. Ici, dans cette slide, on va juste voir un peu dans le monde et dans les différentes régions quelles sont les différentes sources d'énergie utilisées. Comme on voit dans les pays de l'OCDE, on a plus ou moins 80% de l'énergie consommée représentée par des combustibles fossiles, donc le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Mais ça représente que 50%, comme on peut voir ici, dans les premières trois, charbon, pétrole en bleu et gaz en orange, 50% en Afrique. En Afrique subsaharienne, c'est encore moins, c'est les 30%. Ça, c'est aussi dû au fait que la biomasse, le biocombustible, représente une partie très importante de la demande en Afrique subsaharienne, et notamment dans le secteur résidentiel, où la biomasse est utilisée de façon traditionnelle pour la cuisson. Et on voit que dans la République démocratique du Congo, on a cette figure-là encore plus élevée. On a une consommation, une demande de biocombustible qui représente, je dirais, plus ou moins 95% de l'approvisionnement total énergie. Ça, c'est très, très, très grand, même par rapport à la région Afrique subsaharienne. Après, dans la prochaine slide, on va juste faire un petit récap de ce que Julie avait dit avant. D'où viennent les données énergétiques? Comment est-ce qu'on peut les collecter? On a donc des différents types de données. On a les données sur l'approvisionnement, donc la production, les importations des différentes sources d'énergie et de la transformation. Et ça, c'est des données qu'on peut récupérer de l'industrie de l'énergie, comme les producteurs, par exemple, de pétrole, les producteurs d'électricité, aussi les entités qui importent ou exportent des produits énergétiques. Ça peut être fait par milieu de sondage, l'utilisation aussi des données administratives, par exemple, dans le cas du pétrole, si on a des informations par les ministères du pétrole que ce n'est pas, et nous on est une autre entité séparée, on peut récupérer ces informations par les ministères du pétrole qui sont déjà été collectées, donc sans besoin d'aller les récollecter. Un autre exemple, ça peut être par rapport à les biocombustibles. Par exemple, il y a dans certains pays, il y a des entités, des agences forestières qui s'occupent de faire la comptabilisation des forêts et ils regardent aussi à la consommation de biocombustibles pour fin énergétique. Donc, ces entités-là, elles ont peut-être déjà certaines données qui sont utiles et donc on peut coopérer avec eux pour utiliser ces données déjà existantes au lieu de commencer de nouveaux sondages. Après, il y a les données sur la demande. La demande, donc les consommateurs d'énergie, ça peut être des entreprises qui consomment l'énergie, mais aussi, comme on a vu, les habitations et les secteurs résidentiels. Donc, ici, on va plutôt à l'utilisation des sondages par rapport à les sources d'énergie et la quantité d'énergie consommée pour chaque secteur. Après, l'approche qui doit être prise, c'est notamment l'approche meilleure, c'est une approche intégrée. Donc, utiliser des sondages déjà existants et ajouter des petites questions, utiliser des mesures directes, des estimations, des modélisations et des données administratives. Comme on l'a dit, la meilleure solution, c'est la solution qui marche par notre pays et qui est la moins coûteuse et la plus efficace. Donc, il y a tout un travail d'analyse de stratégie avant de commencer à collecter et produire des données, comme Julia l'a présenté très bien dans une slide ce matin. On va à nouveau maintenant dans notre site www.menti.com et on va regarder deux petites questions avant de commencer notre présentation plus en détail avec Nicolas. Alors, je vais partager mon écran. Ici, hop là, trouvé. Donc, le code est toujours le même. Si vous l'avez déjà mis, vous avez juste ouvrir la page et la nouvelle question va s'afficher. Sinon, c'est les 42 47 03 3. La question, c'est comment les importations sont prises en compte dans les statistiques sur l'énergie pour les combustibles fossiles. Donc, par exemple, le Congo va exporter du pétrole et l'exporte pour différents pays. Comment est-ce que ça est pris en compte?
Alors, il y a trois possibilités. Un, c'est chaque fois qu'un produit entre dans un pays, même s'il n'est qu'un transit, est considéré comme importation. Après, il y a une autre possibilité. Les importations ne sont prises en compte que pour les pays de destination finale, et donc les exportations du pays d'origine. Et la dernière possibilité, c'est les statistiques d'importation sont basées sur les contrats futurs de combustible. Je vous laisse un peu le temps de répondre. J'ai vu que deux personnes ont déjà répondu. Alors, toutes les personnes qui ont répondu, on disait déjà, ils ont dit les importations ne sont prises en compte que pour les pays de destination finale, et ça, c'est vrai. En effet, si le Congo il exporte du pétrole qui passe par plusieurs pays, et après il est consommé ou transformé, par exemple, dans une raffinerie, on peut dire au Maroc, ça, les importations sont comptées que pour le Maroc, ne sont pas comptées pour tous les pays où le pétrole a pu passer auparavant. On verra ça dans la présentation très en détail. Après, on va voir la prochaine question. Ça, c'est plutôt sur les raffineries, donc la transformation. On transforme dans ces cas-là le pétrole et les autres produits en produits finis, comme ça peut être le gasoil, l'essence, les GPL, etc., etc. Et si on peut dire, c'est une question un peu plus technique, et on vous demande qu'est-ce qui peut être considéré comme intrant. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une raffinerie pour produire nos produits finaux? Uniquement du pétrole brut, uniquement le pétrole brut et les liquides du gaz naturel, sur les LGN en français, ou le pétrole brut, les liquides du gaz naturel, autres produits recyclés d'origine fossile et biologique, etc., etc. Je vous laisse le temps de répondre. Notons intéressant de voir aussi, on va aller voir aussi avec la présentation de Nicolas, au Congo, il y a une production importante relative à la consommation de pétrole dans les pays. Par contre, ce pétrole, il est exporté au 100% pour être raffiné dans les autres pays et après les produits finaux sont réimportés. Donc, en analysant ce petit bilan de pétrole pour le Congo, on voit tout de suite l'importance peut-être d'essayer d'investir dans le raffinage et donc créer des infrastructures pour raffiner le pétrole domestique et créer un approvisionnement national pour augmenter la sécurité énergétique du pays. On verra ça un peu plus en détail avec Nicolas. Donc, 12 personnes, 14, ils ont répondu. Au début, il y avait beaucoup de réponses bleues, donc elles disaient qu'uniquement le pétrole brut peut passer dans une raffinerie. Maintenant, on a quand même 10 qui nous disent qu'il y a plusieurs produits qui peuvent être utilisés, le pétrole brut, les liquides du gaz naturel et autres produits recyclés d'origine fossile et biologique. Et la réponse correcte, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? La réponse correcte, en effet, c'est le pétrole brut, les liquides du gaz naturel et les autres produits recyclés d'origine fossile. En effet, dans une raffinerie, au point du pétrole brut comme il est, on peut mettre des gaz liquides qui sortent de la production de gaz naturel, qui sont similaires aux produits pétroliers. Et aussi, on peut mettre des produits biologiques, biologiques dans le sens de biogasoil, de bioessence, qui vont prendre partie et devenir une partie de nos produits finaux de consommation. Donc, après avoir vu ça, on a la dernière question, intéressante toujours sur le pétrole, avant de passer à la présentation de Nicolas. Et si on vous demande de mettre en ordre les principaux producteurs de pétrole, du plus grand au plus petit, avant la crise de la COVID-19, parce que ça peut changer des choses dans les statistiques. Donc, on a des pays très gros producteurs dans le monde, et selon vous, c'est qui les plus grands, les plus petits, etc., etc. On a l'Arabie Saoudite, le Canada, le Nigeria, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Irak, l'Angola. Je vous laisse le temps de répondre et après on verra de toute façon la réponse dans la présentation de Nicolas.
C'est un peu plus long à répondre parce qu'il faut mettre en ordre. Je pense que les réponses ils commencent à arriver. On a déjà 2 réponses. Trois réponses. On vous montre les réponses. Pour le moment, on a Arabie Saoudite et États-Unis qui vont entre la première et la deuxième place. Ils jouent entre eux. Après, il y a la Russie, le Canada, l'Irak, le Nigeria, la Chine et l'Angola dernière. Ça, c'est la moyenne des réponses qu'on a reçues. Ça ne change pas trop, mais on va voir bientôt la réponse avec Nicolas. Je ne vous dis pas trop ici, mais je pense qu'il y a un petit erreur dans les premières et deuxièmes. En effet, dernièrement, les États-Unis ils avaient repris la première place, pris par la première fois la première place grâce à la production de pétrole non conventionnel. On verra ça avec Nicolas. Et maintenant, la dernière question, avant de passer à la présentation. Ici, on parle de liquide du gaz naturel, le LGN. On a parlé dans la question d'avant et on a vu qu'ils peuvent être utilisés dans les raffineries. Et on va voir ici un peu la définition. Qu'est-ce qu'ils sont? Il y a 4 possibilités. Tout comme le gaz naturel liquéfié, le GNL, ça c'est gaz naturel liquéfié. Le LGN, les liquides du gaz naturel, sont du gaz naturel sous une forme différente. Après, on a une autre possibilité, c'est un déchet extrait du gaz naturel pour être purifié sans un coût-valeur qu'on va jeter. Ça peut être un mélange de gaz différents du gaz naturel, mais proche des produits légers de pétrole brut. Oh, rien de tout cela, c'est autre chose. C'est encore un petit moment. Il y a une bonne course entre les bleus et les rouges, on peut dire. Il y a un peu de toutes les réponses. Je pense qu'on peut donner la réponse parce qu'il y a déjà 12 personnes qui ont répondu. En effet, bleu et rouge, on a la même réponse. Mais la réponse correcte, c'est un mélange de gaz différent du gaz naturel et très proche des produits pétroliers légers. En effet, sont extraits à partir de la production de gaz naturel, mais c'est des gaz, on peut dire, un peu plus lourds que le méthane, donc les gaz naturels, qui sont utilisés pour la production des produits pétrolifères dans la raffinerie et aussi ils ont des autres usages. Donc ce n'est pas un déchet sans aucune valeur, c'est très important de les récupérer parce qu'ils ont une valeur commerciale élevée. Si on peut produire de l'essence ou du gasoil, c'est quelque chose avec un valeur important. Donc après cela, je laisse Nicolas récupérer la présentation et parler très en détail du gaz, du pétrole, du charbon, mais surtout aussi de l'électricité et des énergies renouvelables comme la biomasse. Excusez-moi, je ne trouvais plus le bouton pour réactiver mon micro. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre intérêt et vos multiples questions. Et merci, Gianluca, pour cette introduction. Donc, pour le reste de la présentation, nous allons aller vers 5 grandes dénominations des produits énergétiques que nous utilisons dans nos bases de données, dans nos bilans énergétiques. Donc, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les énergies renouvelables et enfin l'électricité. Et pour chacune de ces 5 grandes catégories de produits énergétiques, nous verrons quelques chiffres clés pour comprendre, essayer de comprendre un petit peu mieux l'échiquier mondial et voir quelles sont les tensions, les éléments clés du marché mondial de l'énergie, des concepts clés pour rapporter les données et également des points essentiels pour avoir une bonne communication des données, pour avoir une bonne vérification de vos bases de données, une bonne vérification de ce que vous partagez, de ce que vous publiez,
et quoi faire avec ces données une fois que vous les avez. Donc, pour commencer, nous allons voir les produits pétroliers. Et je vous préviens, c'est une présentation assez longue et nous avons peu de temps, donc je vais aller vite sur certains points, notamment sur le charbon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie Q&A et nous y reviendrons en fin de présentation. Et aussi, nous avons plusieurs autres présentations qui viendront ensuite, notamment pour la biomasse, où nous irons plus en détail sur comment travailler avec ces produits énergétiques. Donc, ne vous en faites pas, nous reviendrons après. Là, il s'agit vraiment de voir une vue d'ensemble de ces produits énergétiques. Donc, commençons avec le pétrole. Malheureusement, Gianluca a quelque peu divulgaché les premières slides de ma présentation. Donc, commençons avec les acteurs majeurs de la production de pétrole brut. Donc là, on parle bien de produits primaires, de pétrole brut. Et comme il vous l'a expliqué, les États-Unis ont récemment atteint la première place des plus gros producteurs de pétrole dans le monde, notamment grâce à la production domestique qu'ils ont développée récemment, notamment avec le pétrole de schiste, l'exploitation du pétrole de schiste. En deuxième place, nous avons la Russie, qui est un grand producteur de pétrole brut, notamment avec ses exploitations dans le nord, dans les zones polaires. Et ensuite, l'Arabie saoudite, qui est un des acteurs majeurs dans la zone du Moyen-Orient. Donc, quand on compare ces traits, dans vos réponses précédemment sur le Menti, vous avez mis l'Arabie saoudite en tête, et ce n'est plus le cas. Ça a été le cas pendant quelques années, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et ensuite, dans l'ordre, nous avions le Canada, vous l'aviez mis après, en 5e position, et l'Irak en 4e position, quand il s'agit de l'inverse. Et ensuite, Chine, Nigeria, Angola, là, on se rejoint à peu près sur l'ordre des grands producteurs. Ce qu'il faut bien voir avec le pétrole brut, c'est que, comme beaucoup de choses en rapport avec les produits, les carburants fossiles, la répartition de ces ressources dans le monde n'est absolument pas égale. Nous avons, dans le cas du pétrole brut, les 10 plus gros producteurs qui approvisionnent environ 70% de la demande mondiale. C'est dire que très peu d'acteurs pour ces produits énergétiques ont la main sur justement la production, la diffusion de ces produits énergétiques, ce qui a évidemment un impact sur les activités dans les différents pays et sur le marché mondial. On se souvient des chocs pétroliers des années 70 et les autres crises récentes, notamment l'attaque qui avait eu lieu sur une raffinerie il y a un an maintenant en Arabie Saoudite, qui avait provoqué des fortes tensions sur le marché mondial. Donc, un monde qui est asymétrique sur la production de pétrole brut. Mais quand on parle de pétrole dans nos bases de données, on ne parle pas que du pétrole brut, du pétrole qu'on appelle parfois le produit primaire. On parle aussi des produits secondaires, des produits qui seront raffinés, issus de l'activité de raffinage. Et là encore, on n'a pas une répartition égale dans le monde des outils de raffinage, des raffineries efficaces et fonctionnelles pour obtenir ces produits raffinés. Par exemple, nous voyons que les entrées mondiales de raffineries par région dans le monde sont principalement dominées par les pays membres de l'OCDE. C'est dans l'OCDE que l'on a le plus de ce genre d'activité, même si l'on voit que cette capacité a augmenté dans les pays notamment de l'Asie et la Chine, qui a fortement poussé sa capacité pour répondre à ces demandes. Et nous voyons aussi que la demande, à l'inverse, la demande en produits pétroliers secondaires a légèrement baissé au cours des 20 dernières années dans l'OCDE, tandis que dans les pays cités précédemment, la Chine et l'Asie, nous avons une demande qui a fortement augmenté. Donc, des flux qui se croisent entre les pays producteurs qui enverront le produit brut aux pays raffineurs, qui ensuite exporteront ces produits raffinés vers les pays qui ont le plus de demandes. Si l'on regarde maintenant le cas de l'Afrique, on voit que la demande en pétrole en Afrique a énormément augmenté ces 30 dernières années, plus de 55%. Et sur ce graphique, on voit que de manière vraiment très visible, c'est le secteur des transports, les besoins de transport pour les voitures, motos, motocyclettes, etc., camions, qui
a poussé cette augmentation de la demande dans le pays. On peut noter que les industries et secteurs essentiels n'ont pas fortement augmenté au cours de ces 30 dernières années, et si ce n'est les activités non énergétiques, ils sont encore mineurs, même s'ils sont pas importants pour nous dans le CDE, du fait que ce sont des activités qui sont principalement reliées aux activités pétrochimiques, et par exemple la production d'engrais ou de plastique. Donc, c'est ce qui marque vraiment la grosse consommation dans le CDE. Pour les pays africains, on a surtout des usages non énergétiques. Par exemple, on va imaginer pour le bitumage des routes. On va avoir un suivi du produit bitume jusqu'à sa consommation finale, même si elle est non énergétique. On y revient dans quelques instants. Donc, comme je vous le disais, dans notre base de données, on parle du pétrole de manière générale, mais ça regroupe en réalité un grand nombre de produits différents. Donc, on peut les départager déjà en produits primaires, produits secondaires. Les produits primaires, bien évidemment, nous avons le pétrole brut, l'élément le plus important de ces produits, mais pas que. Nous avons aussi les condensés, donc des produits condensés issus des puits de forage qui sont récoltés par la suite. Les liquides de gaz naturel, qui sont issus des champs de gaz, eux, et qui sont des petites gouttelettes, on va dire schématiquement des petites gouttelettes de produits présentes dans le gaz naturel brut extrait du sol, qui, après traitement, seront séparés et sont des produits fortement énergétiques qui peuvent être utilisés pour différentes activités, notamment les entrées en raffinage, mais pas que. Là, ensuite, nous avons aussi dans ce que nous appelons les produits primaires, les pétroles bruts synthétiques. Ça ne concerne pas vraiment l'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud. Donc, si vous tombez sur les données de l'Afrique du Sud, vous pourriez voir des produits synthétiques, car c'est l'un des rares pays dans le monde qui utilise cette technologie pour produire certains produits de manière artificielle. Et nous avons également les huiles de schiste, pour revenir sur la domination des États-Unis sur la production mondiale de produits bruts. Ensuite, en rapport avec l'activité de raffinage, nous avons des produits secondaires et des produits en rapport vraiment purement avec cette activité. Donc, des produits secondaires qui sont réutilisés, réinjectés dans l'activité de raffinage, des additifs, des composants d'assemblage et des matières premières, ce qu'on appelle les feedstocks, parfois l'anglicisme est utilisé dans certaines activités, pour justement la concoction, le process de raffinage en lui-même. Toute cette activité va mener à un encore plus grand nombre de produits, donc on ne va pas tous les citer là, vous les connaissez, ce sont des produits qui sont assez calibrés suivant leurs propriétés physiques, leur poids, leur densité, leur contenu énergétique, et en général, les raffineries justement utilisent à peu près tous les mêmes termes pour définir ce qu'elles vont vendre par la suite. Donc, le mazout ou le fuel de chauffage, le diesel, le gasoil, et il y a certains produits sur lesquels je vais mettre l'accent car ils sont peut-être oubliés parfois quand on rapporte les données, mais ils sont importants. Par exemple, le gaz de raffinerie, qui est un des produits secondaires du processus, qui est très souvent brûlé directement au sein de la raffinerie pour subvenir à ses besoins énergétiques. Donc, on ne le voit pas forcément sur les bilans globaux des raffineries en sortie en produits vendus, mais il est important de garder ces produits en stock dans nos données, car ils permettent de bien mesurer l'efficacité de la transformation de la raffinerie et d'avoir des bons nombres sur les pertes possibles du processus de raffinage. Donc, comme je vous disais, ces produits sont fortement calibrés et répondent à des besoins mondiaux. Donc, quand on parle de diesel dans un pays ou l'autre, en général, on parle du même produit. Cependant, nous vous rappelons qu'il est important parfois, si on a un doute sur la nature d'un produit, de se référer aux recommandations des recommandations internationales pour les statistiques énergétiques des Nations Unies, ou l'AIRES, afin d'être sûr que tous parlent bien du même produit. Donc, si l'on regarde maintenant un peu la structure d'un bilan pour les produits pétroliers, donc on va commencer, comme vous dites, on a cette dichotomie entre produits primaires et produits secondaires. Donc, commençons par les produits primaires. La structure pour les rapporter, nous avons d'abord les productions. Donc, on précise les productions domestiques. Donc, il s'agit des productions au sein du territoire. Cela inclut les productions offshore, bien sûr, les productions en mer, mais on parle bien des productions au sein du territoire, de la frontière physique du territoire. Si
pays possède une entreprise, mettons la DRC possède une entreprise qui a un puits de forage en Égypte, la donnée sur la production sera rapportée par l'Égypte. Et à l'inverse, mettons que Total est un puits de forage en République démocratique du Congo, la donnée de la production sera rapportée par le Congo et non pas par Total, dont le siège est en France. C'est par exemple. Nous avons les productions domestiques. Ce qu'on appelle d'autres sources, ça sera par exemple dans des champs mixtes de gaz et de pétrole, on aura justement des productions là, et pour aussi les pétroles de schiste, les produits de schiste. Donc, également, on parle de production donc, domestique et de production, on nous intéresse à la production ici commercialisable. C'est-à-dire que c'est la production, le pétrole brut issu des puits, mais à partir du moment où il peut être injecté dans un système de raffinage ou pour utiliser pour une autre raison. Il s'agit en réalité de travailler sur l'ensemble des pays avec son apparaît, on pourrait dire, le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire avoir non pas le pétrole directement extrait du puits de forage, qui serait justement, qui n'est pas forcément utilisable tout de suite car il a besoin d'un traitement, de certains, on va dire, nettoyage, de séparer de certaines impuretés avant d'être utilisé. On reviendra un peu plus en détail quand on parlera du gaz naturel. On a à nouveau cette importance du produit commercialisable. Nous avons, donc, une fois qu'on a cette production, on va s'intéresser aux importations et aux exportations, donc aux échanges internationaux, mettons, pour être envoyés vers un raffinage ou alors des importations pour être raffinées par la suite. Nous avons des variations de stock au sein du pays, une donnée très importante, notamment, on l'a vu dans les dernières années avec les multiples crises financières, sanitaires ou économiques que l'on a pu rencontrer, avoir des bonnes données sur les stocks, savoir quel pays possède des stocks de tel ou tel produit énergétique est d'une importance cruciale afin de pouvoir maintenir justement les apports pour l'ensemble des pays et éviter des pénuries dans certains cas. C'est la raison d'être, c'est la raison de la création de l'AIE à l'origine. Il s'agissait d'avoir une vision d'ensemble après la première crise pétrolière de qui a des stocks et comment peut-on assurer, malgré des crises, les besoins des pays. Ces produits primaires peuvent être utilisés directement, on y reviendra un peu plus tard. Par exemple, le pétrole brut parfois est utilisé pour produire de l'électricité et brûlé pour produire de l'électricité. Et on va avoir aussi les transferts et retours de raffinerie, donc des produits issus du système de raffinage qui vont être injectés en tant que produits primaires pour être soit retransformés ou utilisés en ingrédients, on dira, pour le processus de raffinage. Donc, on entre ensuite dans le processus de raffinage. Une petite note ici, ça ne concerne pas la DRC, donc on ne va pas s'étendre sur ce sujet, que l'industrie pétrochimique participe justement à ces retours en raffinerie. Mais on ne va pas s'étaler plus en avant ici sur ce sujet. Donc, une fois qu'on est sur ce processus de raffinage, on arrive dans les produits secondaires. Ces produits secondaires pourront être d'abord utilisés comme ce qu'on appelle carburant de raffinerie, donc brûlés directement pour subvenir aux besoins énergétiques de la raffinerie. Et nous aurons aussi donc nous avons les productions brutes de raffinerie qui, si elles ne sont pas utilisées directement par la structure, sont injectées au système de livraison intérieure. Nous avons des apports directs des produits primaires, ce qu'on a vu précédemment, le pétrole brut qui serait utilisé pour subvenir aux besoins en électricité. Et nous avons ensuite ce qu'on appelle des échanges, des transferts. Donc, nous avons les produits transférés qui seront injectés au système de raffinage ou ce qu'on appelle des échanges interproduits. C'est dans un cas où on utiliserait un produit, mettons un exemple, on utiliserait du diesel à la place dans un générateur électrique qui normalement consomme du gasoil. Je dis un exemple dans ma tête, je ne suis pas sûr que ça soit physiquement réalisable ou non, mais c'est cette idée. L'idée est qu'on a un moteur, un produit, une demande qui normalement exige un produit spécifique et on le remplace par un autre du fait d'une pénurie d'un produit ou d'un plus bas coût d'utilisation. Ce qui peut être mauvais pour les engins, mais qui parfois peut être intéressant pour cette structure pour économiser de l'argent. Nous avons donc à nouveau des échanges et du soudage pour ces produits secondaires et les stocks, encore une fois, même argument que tout à l'heure, l'importance de ces stocks
pour subvenir, être sûr qu'on puisse subvenir aux besoins mondiaux. Et tous ces éléments participent à ce qu'on appelle la livraison intérieure brute de ces produits secondaires. Et nous avons ensuite une consommation donc, dans le secteur de l'énergie pour subvenir aux besoins des centrales électriques et autres. Dans le secteur de la transformation, pour participer à la transformation et production de produits plus détaillés. Et enfin, les consommations finales énergétiques et non énergétiques. J'ai cru voir plusieurs personnes utiliser la fonction lever la main dans la structure. Je vous recommande de laisser vos questions taper vos questions dans le Q&A si vous en avez et j'essaierai d'y revenir aussi vite que possible. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'Afrique subsaharienne, on est sur l'Afrique du Sud et qu'on essaie de voir un peu quelles sont les tendances. Gianluca en a déjà un peu parlé précédemment. On voit que l'Afrique subsaharienne est un producteur de produits primaires. Il y a beaucoup de production de pétrole brut et d'autres produits primaires sur le continent africain. Mais toute cette production est très, très peu utilisée dans les raffineries domestiques. Il y a très peu de structures de raffinage fonctionnelles sur le continent africain de manière générale. Donc, la plupart de la production est, à vrai dire, exportée vers d'autres pays qui ont, eux, une structure de raffinage. Et on aura donc, pour répondre à la demande, comme vous disais, par exemple, en deux transports qui est de plus en plus importante au sein des pays africains, une importation forte des produits secondaires pour pouvoir justement alimenter la population et lui fournir les produits dont elle a besoin. Donc, pour le dire autrement, les capacités de raffinage ne couvrent pas la demande régionale en produits secondaires, d'où la dépendance aux importations, ce qui peut être un élément assez dangereux pour certains pays s'ils sont dépendants uniquement d'un certain pays pour subvenir à leurs besoins. Si on regarde le cas maintenant de la République démocratique du Congo, donc, comme Gianluca a expliqué, nous avons une production de produits bruts qui est quasi entièrement exporté. Il y a très très peu d'usage direct de ce produit brut. Et donc, pour répondre encore une fois à la demande pour les secteurs des transports et des secteurs résidentiels, industriels, nous avons une importation très forte des produits secondaires. Comme je vous le disais, il est important de bien avoir en tête l'ensemble des produits pétroliers dont on parle quand on parle du pétrole dans le domaine des statistiques énergétiques pour pouvoir faire un bon suivi des transformations. C'est à la fois important pour vous pour être sûr d'avoir des bons jeux de données, une base de données qui fait sens et qui est cohérente en elle-même, donc en ayant un bon suivi des transformations. Mais également, ces suivis de transformation sont certains des éléments où on voit, par exemple, le plus de production de dioxyde de carbone au fil des activités. Et donc, avoir un bon suivi de ces productions et de ces transformations va être essentiel pour pouvoir justement avoir bien calculé quelles sont les émissions de CO2 pour le pays. On reviendra sur les émissions mercredi prochain de notre présentation, mais pour vous présenter rapidement ici les types de transformations qu'on peut rencontrer. Nous avons donc tout d'abord la raffinerie. On s'est déjà bien étendu sur le sujet, donc on ne va pas y revenir. Donc, nous avons une entrée de produits primaires et quelques produits secondaires en intrant. Et en sortie, nous avons des produits pétroliers secondaires finis qui seront utilisés pour les consommations finales, les transformations et par le secteur de l'énergie lui-même. Au sein d'une transformation, et c'est vrai pour tout type de transformation dans le secteur de l'énergie, quel que soit le produit, on va avoir des pertes. On va avoir des pertes en énergie. Ici, dans le cas de raffinage, ça va être du fait des évaporations des produits au cours du processus. Donc, on aura des intrants si on a des intrants de raffinage qui sont supérieurs à la production brute, on parle de perte. Et si on a des intrants inférieurs à la production, on parle de gain. Le gain, de manière générale, on pourra penser, et c'est vrai dans la plupart des situations, que ce n'est pas possible. On ne gagne pas du contenu énergétique au sein d'une transformation. On en perd souvent. Donc, le rendement qu'on va calculer sera la production totale de ces produits pétroliers secondaires, divisé par l'intrant et multiplié par 100 pour le mettre en format %.
Donc, un rendement inférieur à 100, ce seront des pertes, et un rendement supérieur à 100, ce seront des gains. Mais comme je vous le disais, on ne gagne pas d'énergie. Donc, les unités, quand on travaille en unité énergétique, on s'attend à avoir des pertes pas trop élevées, évidemment, sauf s'il y a eu des problèmes de fonctionnement de la raffinerie, et aucun gain, car on ne gagne pas de l'énergie, on n'arrive pas à extraire de l'énergie du vide. Il y a besoin si on a des pertes en évaporation, on a des pertes en produits énergétiques. De même, en masse, on ne gagne pas de masse autour d'un produit d'une activité de raffinage. En volume, cependant, si vous travaillez en mètres cubes ou en litres d'intrants et de sortants, on peut avoir des gains. Car les produits secondaires issus du processus de raffinage sont en réalité plus légers que le pétrole brut. Ils ont une densité plus faible. Ce qui fait que leur volume, en sein avec les différents mélanges que l'on a fait au sein du processus de raffinage, seront plus grands. Donc, c'est encore une fois, quand vous travaillez sur vos bilans énergétiques et sur vos statistiques, faites très attention avec les unités que vous utilisez pour rapporter vos données et les unités que vos fournisseurs de données vous envoient. Il est très important d'avoir un bon suivi et de bien faire attention aux conversions de données par la suite. Une dernière slide sur les pétroles avant de passer à la suite. Du fait de leurs propriétés particulières, comme je disais, les produits pétroliers secondaires et produits primaires aussi sont calibrés pour répondre à certaines demandes particulières du fait de leurs propriétés physiques. On va s'attendre à avoir certains usages et ça peut vous aider, encore une fois, à contrôler vos bases de données, contrôler vos statistiques et voir si elles font sens ou pas. Par exemple, le pétrole brut, comme je l'ai dit, en utilisation finale, on va s'attendre à le voir, par exemple, dans une centrale électrique et non pas dans le secteur de l'aviation ou du secteur résidentiel. Dans le secteur résidentiel, on s'attendra à voir le gaz de pétrole liquéfié ou du kérosène pour l'illumination, pour le chauffage, etc. Dans les usages énergétiques, on s'attendra à avoir du bitume ou à avoir des cires de paraffine, par exemple, pour certaines activités pétrochimiques. Donc, vous aurez ces tableaux, ces cas particuliers, ces cas d'école, on vous les enverra, et nos recommandations, mais évidemment, toujours une fois, l'ARS qui présente beaucoup de ces éléments, et nous avons aussi nos statistiques, notre manuel des statistiques de l'énergie, qui vous permet aussi de couvrir bien ces éléments et qui sont disponibles sur notre site web gratuitement. Donc, je vous demande vraiment de vous baser là-dessus quand vous travaillez sur vos jeux de données. Nous allons maintenant passer au gaz naturel. Gianluca, as-tu vu des questions passer sur le pétrole, peut-être? Non? Bon, enchaînons avec le pétrole naturel. Comme vous dites, cette présentation est assez longue et lourde, donc je vais essayer d'avoir une marche un peu forcée. Le gaz naturel. Gaz naturel est un produit énergétique dont on parle de plus en plus depuis les dernières décennies. De toute façon, l'activité du gaz a vraiment grandi et explosé. Les plus gros producteurs mondiaux, encore une fois, cette dissymétrie mondiale qui est présente avec les États-Unis et la Russie qui sont les plus grands producteurs de gaz naturel au monde. La Russie qui, par exemple, pour vous parler à nouveau de ces dissymétries, de cette importance politique aussi des produits énergétiques, la Russie qui alimente plus de 35% du gaz consommé en Europe. Donc, quand il y a justement des tensions politiques et certains des pipelines sont fermés ou de l'inaccessible, on a cette tension qui est bien présente en Europe. Pourquoi le gaz naturel est devenu si important dans les dernières années? Eh bien, parce que c'est un produit très efficace pour produire de l'électricité et avec c'est le carburant fossile qui émet le moins de dioxyde de carbone par unité brûlée. C'est 60% de moins qu'une unité de charbon brûlé par rapport à l'énergie générale. Donc, au sein des politiques de transition énergétique qui se sont développées dans les dernières années, on a justement une importance cruciale pour ces éléments. Donc, la production de chaleur et d'électricité pour le gaz naturel, très, très importante dans les pays de l'OCDE, par exemple, mais aussi, on verra plus tard, dans quelques slides, en Afrique, on a une demande qui pousse de plus en plus vers ces produits également. Et donc, on a aussi une dichotomie, une séparation en deux produits, on va dire, pour le gaz naturel dans nos données, car on a le gaz naturel sous forme gazeuse, qui va être transporté par pipeline ou dans des bonbonnes, et nous avons le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui est de plus en plus utilisé pour son transport, car il permet d'utiliser par exemple des tankers, des bateaux transport maritime, et qui nécessite
des nouvelles structures, des terminaux pour transformer le liquide en gaz, etc., et être chargé ou déchargé de bateaux. Ce qui est, avec les pipelines, maintenant un grand enjeu géopolitique, notamment, par exemple, en Afrique. On a plusieurs grands projets de terminaux GNL qui sont en cours et qui permettent un approvisionnement d'énergie dans les pays africains. Donc, du fait, comme je vous explique, ce développement de ces terminaux, de cette technologie GNL, on a une diminution des transports par pipeline et une augmentation relative du transport en GNL dans les statistiques mondiales. Quand on regarde l'approvisionnement total primaire en gaz naturel dans le monde, on voit que ceci est majoritairement mené par les pays de l'OCDE en production, mais les pays non membres de l'OCDE, notamment les pays asiatiques, l'Afrique, etc., et l'Amérique latine, ont aussi une très très forte augmentation de leur demande et de leur production en gaz naturel. Sur ce graphe, on ne le voit pas forcément bien, mais l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général a vu aussi sa demande fortement augmenter au cours des 30 dernières années en gaz naturel. C'est notamment mené par les pays du nord de l'Afrique, qui sont également de grands producteurs de gaz naturel et qui ont orienté leur production d'électricité avec du gaz naturel. Mais l'Afrique subsaharienne est également concernée par ces changements. Donc, comme vous le disiez, en Afrique, la demande de gaz a quadruplé en 30 ans. Si on regarde le continent africain global. Donc, comme je vous disais, ce gaz naturel est principalement consommé pour la génération d'électricité et de chaleur. Donc, dans le cas des pays d'OCDE, non OCDE de manière générale, on voit cette majorité qui est bien présente. Mais on va avoir d'autres secteurs qui vont le consommer. Par exemple, l'industrie qui va le consommer pour certaines de ses activités. Les transports dans certains pays qui on utilise le gaz pour alimenter certains transports en commun ou certaines voitures. Le secteur résidentiel qui l'utilise pour se chauffer, notamment des immeubles qui utilisent des chaudières ou gaz naturel. Et de quelques autres activités dans l'agriculture ou dans des commerces spécifiques. Donc, dans le monde, on a vraiment une représentation du gaz naturel dans tous les secteurs. Si on regarde maintenant en Afrique, la proportion de génération d'électricité et de chaleur est beaucoup plus importante du fait que dans le cas des secteurs des transports ou du résidentiel, on n'a pas les infrastructures qui sont présentes encore pour avoir cette demande. Quand on regarde l'Afrique subsaharienne, ce schéma se marque encore plus avec une disparition totale du secteur résidentiel et des transports, avec seulement une industrie et le secteur de l'énergie qui consomme un peu de gaz naturel. Et enfin, en DRC, nous voyons qu'il y a uniquement la production d'électricité et de chaleur qui consomme du gaz naturel. Nous allons voir maintenant, pour le pétrole, quelle est la structure, comment on représente nos données de gaz naturel au sein de nos bilans énergétiques. En gardant en tête que, comme je vous le disais, on a cette différence, ces deux types de produits en fait, qu'il faut suivre dans les deux cas, le pétrole, le gaz naturel au format gazeux et le gaz naturel liquéfié. Nous avons tout d'abord en premier lieu la production du gaz naturel, donc une arrivée directe du puits du forage gazier ou arrivée d'autres sources parce qu'on peut avoir par exemple des mines de charbon, mettons, qui pourraient extraire, qui peuvent tomber sur des poches de gaz qu'ils extrairont et qui seront inclus dans nos données sur le gaz naturel, et les champs pétroliers qui ont également des poches de gaz qu'ils rencontrent et qu'ils extrairont et qu'on inclura dans les données pétrolières. Une fois qu'on a cette première partie de production, on va avoir les différentes demandes qu'on va avoir sur le gaz naturel. Donc, on va avoir du transport, par des pipelines pour le gaz, des terminaux de gasification pour le transformer en GNL, des stockages du GNL ou la liquéfaction en GNL. Dans le système de distribution alimentera ensuite les consommations qu'on dira finales, je regroupe dedans aussi les centrales électriques pour la production d'électricité et le secteur résidentiel, les transports, etc.
Mais du coup, on va avoir en réalité un sous-circuit qui aura lieu, et on va voir avec les flèches. Cela peut paraître compliqué, en réalité, c'est plus simple que cela en a l'air. On va avoir les productions de pétrole qui seront soit alimentées par des pipelines ou par des. La demande en gaz naturel sera alimentée soit par la production ou les importations en pipeline ou les importations en GNL. Importations en GNL qui auront besoin d'être gazéifiées pour être utilisées ou qui seront stockées pour être utilisées plus tard. Et les productions de gaz naturel qui pourraient avoir besoin d'être liquéfiées, donc qui iront dans la liquéfaction de GNL. Maintenant, pour revenir sur les points essentiels pour apporter les données, nous avons une production, comme vous disiez, on s'intéresse à la production commercialisable dans les bases de données. C'est-à-dire, comme je disais, le plus grand dénominateur commun, sur l'ensemble des puits gaziers dans le monde, on veut que tout ce qu'on rapporte comme production de gaz naturel soit le produit nettoyé, fini, et purifié de ces impuretés, des liquides et des sulfures, qui soit directement utilisable dans les différentes structures au sein du pays. Donc, quand on parle de production de gaz naturel dans nos données, on exclut les quantités ventilées, torchées, réinjectées et les pertes au sein même du système de forage. Notez ici que ces données, nous ne les prenons pas en compte dans nos statistiques, mais elles sont très importantes et si vous les possédez, gardez-les et mettez-les dans une autre table, affichez-les dans un autre document, car elles sont très importantes. C'est des sources très fortes de gaz à effet de serre, qui seront les Nations Unies notamment réclament souvent ces données, car elles sont essentielles pour avoir un bon suivi et se rendre compte bien des impacts climatiques, notamment les gaz ventilés et torchés. Donc, nous avons une extraction dans des champs gaziers, pétroliers, qu'importe, toujours une fois dans les productions domestiques au sein du pays, une production brute qui sera soit torchée pour réguler la pression sur le champ, réinjectée pour maintenir la pression d'apport au sein du champ gazier, et ensuite, la production qui reste sera traitée pour en extraire les liquides du gaz naturel, qui seront ensuite traités comme une donnée pétrolière, on l'a vu précédemment, les sulfures et les impuretés qui, eux, seront rejetés, et on obtient ainsi la production domestique commercialisable qui, elle, sera rapportée dans vos statistiques au sein dans votre bilan énergétique. Encore une fois, l'importance des unités de mesure et, dans le cas du gaz, des conditions physiques, car on parle d'un gaz. Et rappelez-vous vos cours de physique, un gaz, son volume dépendra de la température et de la pression à laquelle on fait la mesure. Et inversement, si on mesure uniquement en quantité d'énergie, on a besoin d'avoir des rapports, d'avoir des informations sur le pouvoir calorifique du gaz naturel. Donc, bien vous renseigner avec les entreprises qui vous fournissent ces données sur justement les unités utilisées et les conditions de pression et de température dans lesquelles les mesures en volume ont été faites. Une dernière fois, on a déjà fortement parlé de ce sujet, le gaz naturel, on parle en réalité de deux formats différents, donc un produit de deux états physiques différents. Quand on parle justement des exportations, des importations de gaz, on s'intéresse aux quantités qui franchissent les frontières. Mais pour éviter d'inclure le transit et les réexportations qui pourraient rendre les données trop complexes à suivre et faire une perte justement des pouvoirs calorifiques et de la quantité d'énergie réellement transmise, on se concentre uniquement sur l'origine et la destination de ce gaz. Mettons un exemple. Imaginons qu'il y ait un pipeline qui traverse la DRC depuis la Zambie vers le Congo-Brazzaville. Mettons. Si jamais la Zambie exporte du gaz naturel depuis son pays jusqu'au Congo et qu'il n'y a pas aucune quantité qui dessert en chemin la DRC ne rapportera pas ce transit, car elle n'est pas le destinataire final ou l'origine absolue du produit énergétique. Ce sera uniquement rapporté par la Zambie et
le Congo-Brazzaville. C'est le cas également pour les tankers. Si jamais on a un tanker de LNG qui s'arrête à un des ports de la DRC, mais qui ne décharge aucun produit énergétique, on ne prendra pas en compte ce passage dans le soudage. Une fois, dans les importations et exportations. Donc, on se concentre vraiment sur l'origine et la destination finale du gaz quand on rapporte les importations. Si jamais la DRC rapportait une exportation de sa production, dans ces cas-là, elle rapporterait l'ensemble et, si possible, à quel pays le produit est destiné au bout du compte. Donc, encore quelques points sur justement ces échanges. Et on va finir rapidement sur le gaz naturel avec les différentes transformations possibles. Donc, comme je vous le disais, principalement l'essentiel pour le gaz naturel, il s'agit des centrales électriques et thermiques. Donc, production de chaleur, de l'électricité, l'un ou l'autre. Faites bien attention à faire la distinction entre les centrales d'activité principale et les autoproducteurs d'électricité. Certaines industries vont revendre l'électricité qu'elles produisent en parallèle de leur activité principale. Il est important de bien distinguer ces deux éléments pour avoir un bon suivi justement de la génération d'électricité au sein de votre pays. Les autres éléments ne concernent pas réellement la zone subsaharienne. Le gaz naturel peut être parfois utilisé avec des produits secondaires du charbon. Ce n'est pas, là, ça ne concerne pas, on ne va pas s'attarder dessus. Et dans les centrales de liquéfaction, encore une fois, c'est essentiellement de l'Afrique du Sud et de la Chine qui utilisent cette technologie, donc ne nous attardons pas sur cela. J'ai toujours voir une question d'André, donc avant de passer au charbon, qui sera de toute façon très rapide. La République d'Ontario, le gaz naturel et le gaz méthane issus du lac Kivu, y a-t-il une différence et peut-on aussi inclure le gaz méthane dans le gaz naturel? Donc, gaz naturel et gaz méthane issus du... je ne suis pas sûr de voir quelle est la distinction que vous faites entre le gaz méthane et le gaz naturel, car à mon sens, à moins que le lundi matin soit un petit peu trop dur pour moi, quand on parle de gaz naturel, à vrai dire, on parle justement de méthane. Oui, tout à fait, Nicolas, c'est la même molécule. Le gaz naturel, en réalité, on pourrait presque parler uniquement de méthane pur. Un gaz naturel tel qu'on le commercialise, en général, c'est du méthane pur. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, André. Peut-être si vous pouvez réécrire plus en détail ce que vous entendiez par cela. Et je vais, pendant ce temps-là, passer au charbon et on pourra y revenir un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Donc, le charbon, je vais aller très vite. Il n'y a pas de production de charbon quasiment en Afrique subsaharienne et très, très peu de consommation, même si on a des centrales à charbon qui commencent à être installées, notamment avec des échanges avec la Chine. Donc, le charbon, justement, je vous parlais de la Chine qui encourage l'installation de centrales sur le continent africain. La Chine est le premier producteur mondial de charbon au monde, avec une domination totale, 68% de la production de charbon qui vient de ce pays, suivi de très près par... non, pas 68% de production, mais la Chine utilise fortement ce produit pour sa production d'électricité et suivi de très près par l'Inde, qui a également une très forte consommation de charbon pour l'électricité. La différence, c'est que l'Inde a aussi un besoin fort d'importation, notamment depuis l'Afrique du Sud, pour justement subvenir à ses besoins en production d'électricité. Donc le charbon, pourquoi est-ce autant utilisé et a-t-il été autant utilisé par le passé? Parce que c'est une ressource très abondante, il y a énormément de ressources en charbon dans le monde, et c'est une ressource peu chère à produire et avec très peu de barrières technologiques pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir générer les générateurs d'électricité par le charbon sont justement très simples et à très bas coût à installer. Mais évidemment, il y a une contrepartie à cette simplicité, c'est qu'il s'agit du plus gros émetteur de dioxyde de carbone au monde. Il s'agit du produit énergétique qui produit justement le plus de dioxyde de carbone et qui participe le plus au réchauffement climatique. Donc, un problème justement à discuter, même s'il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place. On parle de charbon propre, par exemple,
qui est en réalité pas tant une différence sur le produit charbon lui-même que sur la manière d'installer la centrale électrique et de capter les émissions en sol, le gaz le dioxyde de carbone issu de la combustion. C'est une discussion qu'on pourra avoir plus en détail avec d'autres experts plus calés que moi sur ce sujet. Mais pour le moment, comme vous dites, en Afrique subsaharienne, on a très peu d'activités par rapport au charbon, donc je vais aller vite. On peut avoir une classification suivant à plusieurs niveaux. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, on distingue parfois ce qu'ils appellent le hard coal et le brown coal, donc charbon marron et charbon dur. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le monde francophone pour ces distinctions, qui se font majoritairement sur le pouvoir calorifique des produits charbonneux et sur leur aspect physique, évidemment, avec le hard coal principalement noir et le brown coal plus marronné, on dira. Une distinction qui est utilisée de par le monde, par contre, c'est la classification par leurs usages. On va avoir, par exemple, ce qu'on appelle les charbons métallurgiques ou charbon à coke, qui sont utilisés principalement dans le secteur sidérurgique, donc pour produire l'acier, dans les aciéries, les hauts fourneaux, etc. On va revenir rapidement dans quelques slides. Ce qu'on appelle les charbons vapeur, donc l'anthracite, le charbon bitumineux ou sous-bitumineux, qui sont eux utilisés pour produire de la vapeur, donc en réalité dans la production d'électricité, dans les centrales, production d'électricité et de chaleur. Et enfin, la lignite, qui est classifiée à part, mais qui a très faible pouvoir calorifique par rapport à tous ces autres produits, et qui est aussi également utilisée pour la génération d'électricité à bas coût. Notez que quand on parle de charbon, et ça peut arriver dans les systèmes de collecte de données, les pouvoirs calorifiques rapportés par exemple en production et en consommation ne seront pas forcément les mêmes, car on fait la moyenne sur chacun des flux. Donc, on va avoir une production domestique qui aura un certain pouvoir calorifique, mais les consommations au sein des centrales électriques pourront par exemple dépendre aussi des importations et exportations qui ont eu lieu avant sur l'ensemble du produit lignite ou autre. Donc, on a encore une fois une différence entre ce qu'on appelle, là on a vu surtout des charbons primaires, donc les charbons directement issus du sol, issus des mines, donc littéralement les pierres charbon, la pierre charbon qu'on extrait d'une carrière du mine, mais on va avoir aussi des charbons secondaires qui vont être issus de processus de transformation pour justement convenir à certains besoins précis. On a surtout cela dans le secteur de la sidérurgie, par exemple. On va avoir une production de coques, de four à coque, de coques des produits pour les hauts fourneaux qui seront utilisés dans le secteur de l'aciérie. Il s'agit principalement d'une combustion. Ces transformations sont principalement par combustion sans oxygène, dans le secteur sans oxygène, dans une enceinte privée d'oxygène, ce qui provoque une augmentation de la quantité de carbone au sein du produit charbonneux, donc une augmentation de leur pouvoir calorifique. On ne va pas trop s'attarder sur ça, garder en tête que quand on parle de charbon, on a des produits primaires et secondaires, un peu comme pour les produits pétroliers. Restons général sur ce sujet. Petit exercice sur lequel je vais passer vite pour vous rappeler la moyenne pondérée, qui peut être utile pour n'importe quel produit énergétique. Donc, mettons dans le pays A, nous avons une utilisation des produits charbonnés pour produire de l'électricité comme suit. Donc, nous avons différents produits charbon bitumineux importés de différents pays, donc avec des quantités précises ici, et chacune de ces importations a un pouvoir calorifique précis, car les qualités du charbon dépendent fortement de l'origine de la mine à l'origine de ce produit. Donc, nous avons la quantité totale consommée dans la centrale électrique, mais il nous faut connaître le pouvoir calorifique moyen pour calculer l'efficacité de cette transformation, pour calculer la quantité d'énergie importée en entrant dans la centrale et le résultat en sortie. Pour ce faire, on va faire une moyenne pondérée. Donc, ce que l'on fait, c'est on multiplie les quantités consommées pour chacun de ces produits charbon
par leur pouvoir calorifique propre. Donc, nous avons ici les multiplications de chacune de ces multiplications. On somme l'ensemble des résultats et on divise par les quantités totales consommées dans la centrale. Si on donne une moyenne pondérée de 24 848 kJ par kilogramme, qui nous permettra par la suite de calculer l'intrant énergétique au sein de la centrale et d'en faire un calcul de l'efficacité. Est-il possible de... Dans cet exemple, on n'a juste pas, ce n'est pas une classe de pays, l'ENDA. Ce n'est pas une classe de pays, c'est juste pour éviter de nommer, c'est un exemple général. Donc, le pays, on aurait pu dire X, Y, Z, lambda, lettre, qu'importe. C'est juste pour l'exemple ici de calcul. Une dernière slide que vous aurez également dans dans le PowerPoint qu'on vous partagera. Comme pour les produits pétroliers, on s'attend, quand on parle d'un certain type de produit charbonneux, à avoir des propriétés physiques tout de même particulières et notamment des valeurs attendues de pouvoir calorifique. Dans le cas des charbons, on n'a pas tant une valeur attendue qu'une fourchette dans laquelle on s'attend à trouver tel et tel produit. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que vous aurez également une aide pour estimer les pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs suivant les données que vous avez. Suivant le type de produit, on sait qu'on va avoir une différence de 5, 10% ou alors que les deux seront très très proches. Excusez-moi. Voici. La structure des bilans de charbon, très simple. C'est pour le coup le plus simple à représenter pour l'ensemble des produits énergétiques, car il suit vraiment quasiment le défaut qu'on utilise en fait quand on parle de manière générale d'un produit énergétique. Avec la production, encore une fois domestique, des produits commercialisables qui peuvent arriver de la production de surface, souterraine, d'autres sources, des échanges internationaux, du stockage, encore une fois important si vous avez des stocks de charbon dans le pays, de faire un suivi, ne serait-ce que pour savoir si vous pouvez, en cas d'urgence, les utiliser pour produire votre électricité, ou si un pays peut vous les acheter s'il en a le besoin. Et ensuite, les transformations pour les produire de l'électricité ou pour les produits du secteur de la sidérurgie, les usages propres, et non pas propres, désolé pour la coquille, du secteur de l'énergie, et les consommations finales totales, les pertes en chemin. Par exemple, dans les données de la Chine, et par exemple, si je me sers du Kazakhstan, nous avons des pertes assez élevées du fait de nombreux transports en camions ouverts qui auront une part des rochers, des pierres qui tomberont du camion avec les caoutils de la route. Et cela devient visible pour certains produits dans certains cas. Je ne vais pas m'attarder, c'est exactement la même chose que pour le gaz naturel ici. Et comme je vous l'ai dit, dans votre cas, ça ne vous intéresse pas fortement, je pense. Nous arrivons au secteur des énergies renouvelables et de l'électricité, qui vont être des gros morceaux. Apparemment, je ne vois pas d'autres questions dans le Q&A, donc allons-y. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on va revenir sur plusieurs de ces éléments dans les prochaines discussions-ci. Donc là, on va voir de manière générale comment on présente ces données dans le bilan et on reviendra en détail sur la biomasse, sur l'électricité, sur la modélisation dans les prochains webinaires. Donc, pour commencer et pour me faire arrêter de parler non-stop, on vous propose un petit Mentimeter. Donc, laissez-moi retrouver ma souris. Et voici. Donc, une nouvelle question que nous proposons. On va commencer avec essayer de classer, selon vous, ces sources d'énergie renouvelable suivant leur consommation à l'échelle mondiale. Donc, on va dire quelle est la source d'énergie renouvelable la plus consommée au monde en premier et on va aller en décroissant ensuite dans ce classement. Je vous laisse comme ça, dans un classement, je vous laisse un petit peu de temps et je vais continuer à boire un peu, reposer ma voix.
Oui, Steve, merci pour votre question. C'est un abus. J'ai ma langue a fourché en réalité quand j'ai parlé de la production mondiale de charbon. La Chine n'alimente pas 68% de la production mondiale. Son secteur de l'électricité est alimenté à 68% par le charbon et dans le cas de l'Inde à 74%. J'ai malencontreusement ma langue a fourché durant la présentation. Merci de me faire rééclaircir ce point précis. Donc, nous avons pour le moment l'hydroélectricité qui est en première position avec les biocarburants solides charbon de bois en deuxième. C'est en tout cas une image qui pourrait très bien correspondre au continent africain. Après, est-ce vrai à l'échelle mondiale? Nous allons le voir très bientôt. Les réponses. Combien de participants? Encore une fois, si vous avez des difficultés pour accéder au Menti, je vous rappelle, vous pouvez, sur votre téléphone ou sur votre navigateur web, vous connecter au site www.menti.com et en rentrant simplement le code de la question, donc ici 42 47 03 3, vous aurez accès aux questions. Vous n'avez qu'à sélectionner les réponses que vous souhaitez et cliquer sur Submit. Les questions seront ensuite, vous pouvez garder cette page ouverte et les questions sont, elles, réactualisées à chaque fois que nous passons à une nouvelle. Vous n'avez qu'à vous connecter qu'une seule fois, normalement. Je pense que nous avons manifestement une dominance de l'hydroélectricité et les biocarburants, qui est le primaire et le charbon de bois, qui arrivent en deuxième position. Nous allons voir, dès que nous reprendrons la présentation, ce qu'il en est. Mais, on voit manifestement que l'éolien et le biocarburant sont au coude à coude. Si l'on passe à la question suivante. Maintenant, selon vous, quelle est la source renouvelable qui a connu la croissance la plus rapide entre 1990 et aujourd'hui? Quelle est la technologie employée qui s'est développée le plus? Nous avons le choix entre l'éolien, le solaire photovoltaïque, les biocombustibles liquides, l'éthanol, ces biocarburants pour les voitures, les biogaz et la géothermie. C'est intéressant, je vois 8 personnes ont répondu et 10 personnes ont répondu, je ne vois aucune réponse, étrange. Ah voilà, il y avait un petit défaut dans la présentation. Et donc, manifestement, les gens sont d'accord pour dire qu'il s'agit du solaire photovoltaïque. Et il est vrai, en tout cas, depuis les années 90, que le solaire photovoltaïque s'est fortement développé, surtout au début de la vague des énergies renouvelables. Certains pays ont fortement alimenté le monde en panneaux solaires, notamment la Chine. Mais l'éolien n'est aussi pas à négliger sur justement sur son apport et sur sa croissance. Dans les dernières années, les différents rapports de l'AIE ont montré que l'énergie éolienne est aussi un très très grand acteur des énergies renouvelables qui va fortement se développer dans les années à venir. Nous allons voir les chiffres plus en détail dans quelques instants. Mais en effet, la bonne réponse ici était bien le solaire photovoltaïque. Donc, dernière question, si je me souviens bien sûr, avant de reprendre la présentation. Du point de vue des statistiques énergétiques, quelles sont les autres utilisations du bois, outre la production de charbon de bois? Est-ce que dans les statistiques énergétiques, on prend en compte le bois comme matériau de fabrication des meubles et des outils? Est-ce qu'on l'utilise comme combustible pour la cuisine, le chauffage des locaux? Ou on ne prend en compte aucune de ces deux activités dans nos données? Je crois que malheureusement, la bonne réponse a été visible du fait d'une mauvaise manipulation de ma part quelques instants. Donc, on va pouvoir passer à la suite. En effet, on prend en compte bien
les produits utilisés comme combustible pour la cuisine et le chauffage. À noter ce n'est pas innocent la part de bois utilisé comme matériaux. Ici, on a parlé de la fabrication des meubles et des outils, mais dans le cas du bois, ça peut être aussi pour la construction même de bâtiments ou d'abris. Et cette partie-là, nous ne la prenons pas en compte dans nos statistiques énergétiques, pour diverses raisons, notamment sur l'aspect renouvelable de la production de bois et la capture des émissions de CO2. Mais il arrive souvent que dans de nombreux pays, notamment aussi dans les pays membres de l'OCDE, que certains pays rapportent également le bois consommé et utilisé pour la fabrication des chaises IKEA ou que sais-je. Donc, il est important de bien vérifier, et on en a déjà parlé, on reviendra sur la biomasse plus en détail. C'est un secteur, un produit énergétique qui est très complexe à suivre. Donc, revenons à la présentation. Donc, si on regarde les énergies renouvelables dans le monde, ici, on s'intéresse à 2018, c'était les données au moment de la création du PowerPoint qui étaient les plus à jour. Ces données ont fortement augmenté, varié, changé en 2 ans déjà. On a vu des changements assez forts, justement, avec notamment la crise de la Covid-19. Donc, gardez cela en tête et ces données pourraient varier. Nous avons dans l'apport total en énergie du monde en 2018, nous avions les renouvelables qui représentaient un peu moins de 14% de l'apport total, avec une très très forte dominance dans cette technologie de la biomasse et ensuite l'hydraulique et le solaire photovoltaïque. Quand on regarde également la production brute primaire de la production de cette énergie, la biomasse représente également une part très importante de l'ensemble des renouvelables, avec 66% de ces éléments. Et évidemment, une domination dans cette biomasse, de la biomasse traditionnelle et du charbon de bois. Ah, mauvaise flèche. Si on le regarde maintenant, donc ça, il s'agissait de la production d'énergie, la production vraiment au format produit énergétique. Mais si on regarde la production d'électricité, maintenant, à l'échelle mondiale en 2018, on voit déjà que la part de renouvelables est beaucoup plus importante, à 25% de l'ensemble, grâce notamment à l'énergie hydraulique. Le secteur de l'hydraulique qui produit 15% environ de l'électricité mondiale en 2018. Nous avons également le secteur du solaire, de l'éolien et de la géothermie qui couvrent un peu plus de 7% de cette production. Et si l'on regarde maintenant par rapport à la question que nous avions parlé précédemment, la croissance annuelle moyenne de l'approvisionnement en énergie renouvelable dans le monde entre 1990 et 2018, on voit que quand la croissance totale des apports en énergie a été de 1,8% et des renouvelables seulement de 2% en croissance, on voit que le solaire photovoltaïque a évolué, lui, a cru de plus de 36% en l'espace de 30 ans, ce qui est vraiment une croissance très très forte. Et l'éolien le suit, non pas de près, mais aussi avec une croissance très forte à 23%. Donc on voit que ces deux formes d'énergie renouvelable ont le vent en poupe. C'est de la blague par rapport à l'énergie éolienne. Maintenant, concentrons-nous sur les biocarburants, sur la biomasse. Leur consommation finale par secteur. On voit que dans les pays, si on regroupe l'ensemble des pays OCDE ou non OCDE, on voit que la consommation est répartie, à peu près la consommation finale par produit. On a une répartition assez équitable pour les pays non membres de l'OCDE, avec une équité entre la biomasse et le gaz naturel dans sa consommation. Si on regarde maintenant l'Afrique, et c'est un cas très connu, on voit que depuis longtemps, on a plus de la moitié de l'énergie totale consommée en Afrique qui est en réalité de la biomasse, du bois de chauffe et du charbon de bois.
Si on regarde l'Afrique subsaharienne, cette tendance est encore plus marquée avec plus des 2/3 maintenant de la consommation qui est de la biomasse. Et enfin, si on regarde la République démocratique du Congo, Jean-Luc a déjà présenté, on voit une dominance très forte des produits primaires de la biomasse pour justement dans la consommation finale, dans le mix énergétique du pays. Donc, ce n'est pas cette importance du bois de chauffe n'est pas seulement marquant pour les statistiques énergétiques, mais cela a également des fortes implications sur la santé des populations, notamment si on a des mauvais fours, des mauvais systèmes de cuisson qui enfument des domiciles, on va avoir des soucis de santé pour les habitants très forts qui vont se développer. Sur les populations, les vies sociales, si certaines parties de la population, notamment certains pays, ce sont beaucoup les femmes qui sont en charge de la collecte et du transport du bois, on va avoir des soucis de santé par rapport à cela sur les modes d'eau, parce qu'on a des transports qui se font beaucoup manuellement. Et l'environnement, comme nous l'expliquait tout à l'heure un des participants, on va avoir la déforestation qui va avoir un impact évidemment très important sur justement sur l'environnement, sur la biodiversité. Je précise aussi que dans nos statistiques, on considère souvent, en tout cas pour la production des émissions de CO2, que la biomasse est traitée de manière non pas équitable, mais écologique, durable. C'est-à-dire que si jamais on a une consommation d'un arbre pour être brûlé, pour être chauffé, qu'un autre arbre aura poussé à sa place et du coup absorbera également son gaz à effet de serre. On y reviendra plus en détail mercredi. C'est une assumption forte et comme on le sait, pas forcément vrai, mais pour le moment, c'est ainsi qu'on calcule nos données. Et Python, j'ai vu votre question. On reviendra sur le nucléaire quand on ne parlera pas des énergies renouvelables. On le regroupe on en parlera quand on parle du grand secteur de l'électricité. Donc, la classification des énergies renouvelables, parce que comme on l'a vu, ça regroupe beaucoup de produits en réalité, et ce n'est pas seulement un seul type de produit, et ces produits sous des formes très différentes. On va avoir des produits physiques solides, comme on va avoir des gaz, des panneaux solaires ou des éoliennes. Donc, on ne peut pas regrouper ça sous une seule étiquette en réalité. On va avoir les énergies renouvelables, les non combustibles pour l'électricité seule, par exemple le cas du secteur de l'hydraulique, le secteur éolien, les solaires photovoltaïques, la marée motrice. Donc, le premier point de mesure dans nos bilans énergétiques pour ces énergies, ce sera la génération d'électricité issue de ces outils, issue de ces structures. Nous avons ensuite notre possibilité, c'est les non combustibles avec une production primaire de chaleur et secondaire d'électricité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, le cas de la solaire thermique sera plus simple. Le solaire thermique, contrairement au photovoltaïque, ne génère pas directement de l'électricité. Le solaire thermique capte les rayonnements du soleil et chauffe une réserve d'eau, un circuit d'eau qui va donc se chauffer. Et grâce à cette augmentation de température dans le réseau d'eau au sein du système de solaire thermique, on va avoir une évaporation et avec cette évaporation, une génération d'électricité. Donc, on a deux étapes, une étape intermédiaire avant la génération d'électricité. Et dans ce cas-là, le premier point de mesure que l'on prend dans les statistiques énergétiques sera la production de chaleur. Ensuite, nous avons des produits combustibles avec gestion de stock, un terme juste pour regrouper et classifier les produits. Par exemple, les déchets industriels destinés à être brûlés, les biocarburants solides, le bois, chauffe, etc. Les biocarburants liquides, etc. Où là, les premiers points de mesure sont bien évidemment les quantités produites et brûlées pour ces éléments. Et enfin, nous avons les non-combustibles pour la chaleur seule, les pompes à chaleur. C'est très peu utilisé en Afrique, donc on ne va pas s'attarder sur ce sujet ici. Voyons, si on s'intéresse encore une fois aux biocarburants solides, on a beaucoup parlé du bois de chauffe, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de produits que l'on intègre en réalité dedans. Les biocarburants solides, ça comprend des matériaux d'origine organique,
non fossiles d'origine biologique pouvant être utilisés pour la production de chaleur et d'électricité. On distingue des produits primaires et des produits secondaires. Les produits secondaires, bien évidemment, issus du processus de transformation manufacturé. Donc, on va avoir le bois et les autres produits forestiers, les produits primaires, donc des bois de chauffe, des copeaux de bois, de la sciure, etc. On va avoir ce qu'on appelle le bagasse, donc des produits secondaires de l'industrie de canne à sucre, l'industrie sucrière, des balles de riz, des gâteaux d'olive, donc des produits secondaires, des activités agronomiques. Nous avons la liqueur noire qui est issue de l'activité papetière, des pellets de bois qui est utilisé dans de plus en plus de pays pour alimenter des chaudières. Et enfin, nous avons les déchets, les déchets matériaux de l'agriculture des animaux ou des déchets industriels, par exemple les caoutchoucs naturels. Et en produits secondaires, n'oublions pas le charbon de bois, qui est aussi un élément important de nos bases de données, surtout en Afrique, et qui est un produit secondaire issu de la transformation du bois dans certains fours. Bon. Pour nous rapprocher, parler plus en détail de ces transformations, encore une fois, les transformations, toujours la même idée. On compare la production, l'intrant à la sortie et l'on calcule le rendement d'une transformation. Le point important pour la production de charbon de bois, c'est que suivant les régions, on n'aura pas le même pouvoir calorifique pour le charbon, pour l'intrant de bois et pour le charbon de bois sortant. De manière générale, on considère que le charbon de bois a un PCI de 30 800 kJ par kilogramme. Et on estime qu'environ pour le bois, de manière générale, autour de 14 000 kJ par kilogramme est une bonne approximation. Bien évidemment, c'est un des gros sujets qui est traité par de nombreuses entités, de nombreuses organisations internationales en ce moment, sur justement comment bien gérer et comment avoir des meilleures données sur les pouvoirs calorifiques de ces différents produits. Donc, on estime en général que les rendements, si on regarde en masse des fours à charbon, ça varie entre 10 et 40% suivant les types de fours utilisés, les technologies, si c'est de fours traditionnels ou pas. Et les rendements énergétiques, dans nos données, vont de 20 à 70%. Donc, encore une fois, un élément important. On revient là-dessus en détail dans d'autres présentations et il est temps pour moi d'accélérer car nous arrivons à la fin du temps prévu pour cette présentation. Donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le secteur de l'électricité, même si c'est un produit énergétique qui en réalité est transverse, car on a vu que l'ensemble des produits précédents ajoutent chacun de leur côté, rentre dans la production d'électricité. On traite ce produit énergétique à part pour diverses raisons de bonne tenue des statistiques, des mesures des émissions de CO2 et de certains indicateurs sur l'accès à l'électricité, la production par rapport à la population, etc. Donc, un petit menti si nous avons le temps pour. Laissez-moi revenir à la présentation. Et voici. Donc, selon vous, toujours encore une fois le menti, même code, n'avez pas changé quoi que ce soit. Sur vous, quel est le secteur qui consomme le plus d'électricité? Et là, on parle au niveau mondial. Attention, pas au continent africain, mais vraiment au niveau du monde entier. Quel est le secteur? La résidentielle, l'industrie, les services ou les transports? Manifestement, vous avez été très rapide pour répondre cette fois. Il semble y avoir une dominance sur le secteur de l'industrie et des transports. Et manifestement, l'industrie arrive en tête. Moi, je vais accélérer un petit peu. Nous avons déjà atteint la limite de temps que nous avions prévue. Et si l'on regarde nos données, nous avons en effet l'industrie qui en réalité est le secteur majoritaire, mais très très proche avec le secteur des transports en réalité. Les deux se jouent à 1 ou 2% d'écart dans la consommation globale. Donc les deux réponses étaient tout de même, normalement il aurait fallu pouvoir sélectionner les deux réponses en même temps. Maintenant, on va s'intéresser à l'Afrique subsaharienne. Donc, quel secteur consomme le plus en Afrique subsaharienne cette fois-ci, et non pas dans le monde? On va voir la différence
entre les deux. Une personne pense directement au secteur résidentiel, deux personnes pensent directement au secteur résidentiel. Donc, manifestement, le secteur résidentiel a le vent en poupe pour cette première question. Et c'était bien, en effet, en Afrique subsaharienne, c'est le secteur résidentiel qui est le plus gros consommateur d'électricité. Et cela va en augmentant dans les dernières années du fait de l'augmentation du niveau de vie des populations dans les différents pays. Et nous sommes à la fin. C'était le dernier menti pour cette présentation. Ça y est, Je profite pour m'excuser avec tous les participants. On a pris un peu plus de temps que prévu, mais comme vous avez vu, il y a beaucoup de concepts très intéressants et Nicolas doit aller un peu plus en détail pour toucher les choses de façon efficace. Donc, on vous demande si vous pouvez rester 10-15 minutes de plus, comme ça on va terminer la présentation. Après, on va voir rapidement l'exercice. Et n'hésitez pas à continuer à écrire votre question, comme ça on va essayer de les prendre plus dans la foulée. Merci. Merci, John. En effet, c'est une présentation. On essaie de traiter beaucoup de choses en peu de temps et essayer de voir ce qui vous concerne le plus. Donc, la croissance de la production d'électricité dans le monde depuis 30 ans, elle est très forte. Il y a une très, très forte croissance, non pas dans l'OCDE, justement, mais dans tous les autres pays extérieurs à l'OCDE, du fait de l'augmentation du niveau de vie de la plupart des populations dans le monde. Des classes moyennes qui sont de plus en plus aisées, même et les classes plus basses aussi qui ont de plus en plus accès à l'électricité, et qui mènent donc, justement, à cette situation. La production mondiale en 2018, 26 000, presque 27 000 TWh, ce qui équivaut à 4,5 millions d'éoliennes ou 10 000 réacteurs nucléaires. C'est vous dire la demande et le besoin en infrastructure, car ici on se concentre uniquement sur les besoins, l'aspect production de cette électricité, mais il y a ensuite les besoins d'acheminement, d'approvisionnement auprès des populations. Donc, l'Afrique subsaharienne a cru 3 fois plus vite que le reste du continent africain en termes de génération d'électricité, et on reste tout de même à un taux d'accès à l'électricité qui reste bas dans beaucoup de pays, c'est-à-dire les besoins d'infrastructures nécessaires sur l'ensemble du continent. Quelques chiffres clés sur la demande du secteur résidentiel. Comme on l'a vu précédemment, c'est le secteur qui consomme le plus d'électricité sur le continent en Afrique subsaharienne. Meilleur niveau de vie accentue la consommation par habitant. Comme je dis, plus le niveau de vie des populations augmente, plus leur demande d'électricité croît. Et inversement, cette demande d'électricité augmente aussi leur niveau de vie. Donc, c'est un cercle vertueux de justement d'augmentation du niveau de vie et d'accès à des produits, du confort supplémentaire. Donc, quand on compare l'accès à l'électricité par rapport à l'augmentation du PIB des pays, on voit justement que plus le PIB est fort, plus le niveau d'accès à la population l'est également. On a une relation entre ces éléments. Avec, là, vous pouvez voir où se place la RDC par rapport au reste des pays africains. L'électricité générée par région, on parle souvent de mix électrique pour parler de l'ensemble des produits énergétiques consommés pour produire cette électricité dans les différents pays. On a, dans le cas de l'OCDE, une répartition à peu près équitable entre charbon et gaz naturel, avec le nucléaire qui participe aussi à une très forte part de cette production. Dans les pays africains, en excluant l'Afrique du Sud, on voit à part l'Afrique du Sud, on n'a pas de puissance nucléaire sur le continent, donc aucune présence du nucléaire. Mais l'importance considérable du secteur hydraulique dans la production d'électricité. C'est aussi le cas en RDC qui a, comme je vous le disais lors de l'introduction, un très très fort potentiel hydroélectrique qui pourrait techniquement suffire à alimenter l'ensemble du continent africain. Après, on connaît, comme vous le disiez, les problèmes d'acheminement d'électricité et de création des structures, mais
potentiellement l'Afrique a une très forte ressource, et également pour ce qui sera des autres énergies renouvelables. Quand on regarde la RDC, comme je disais, quasiment l'entièreté de son électricité provient de l'hydraulique. Et l'usine 2 nous précise qu'en RDC, le secteur de l'industrie consomme 55% de la production d'électricité, ce qui est très, très intéressant à savoir pour nous. Et en effet, en RDC, on sait qu'une grande partie de la population vit dans des zones rurales encore assez difficiles d'accès. J'ai un thème ne vient plus en tête. Et leur accès à l'électricité peut encore être amélioré. Donc, le mix électrique dépend fortement des ressources disponibles au sein du pays, les énergies fossiles produites au sein du pays et les autres formes d'énergie qui seraient les moins chères ou qui bénéficient des choix politiques pour chaque région. On y reviendra de mercredi en parlant par exemple des prix de l'électricité et des prix d'énergie. La consommation par secteur, on voit ici que les cas en Afrique de manière générale, le secteur des services et du résidentiel représente les plus forts consommateurs. Merci à l'usine de nous avoir précisé que dans le cas de la RDC, il s'agit en réalité de l'industrie qui représente une très forte part de la consommation. Je me permets d'accélérer sur ces chiffres clés. Vous avez accès sur notre site web, si vous le souhaitez, à toutes nos statistiques de manière gratuite sur justement la production et les secteurs de consommation d'électricité. Si vous êtes curieux, je vous recommande d'y jeter un œil. L'approvisionnement. Donc, l'approvisionnement d'électricité, comme je disais, c'est un secteur assez transverse justement par rapport aux autres produits. De manière générale, on aura un intrant de combustible au sein d'une centrale, donc du charbon, du pétrole, gaz naturel, etc. Une production brute une production brute sur laquelle on aura la consommation propre de la centrale électrique qui sera extraite. Mettons une centrale à charbon qui, pour alimenter ses propres lumières, utilise l'électricité qu'elle produit elle-même. Et de cette distinction, on obtient la production nette en sortie de la centrale électrique. Cette production nette va être consommée, par exemple, dans des stockages hydrauliques, dans des chaudières électriques, dans les pompes à chaleur. Bref, on ne va pas s'attarder sur la notion de pompe à chaleur pour le moment. Les échanges des importations-exportations, et ensuite sera distribué au reste du pays. Donc, au sein de ces transmissions et de cette distribution, on va avoir des pertes. Naturellement, sur le câblage, on a des pertes justement d'électricité du fait principalement de la longueur de la retransformation en suivant les tensions qu'on applique sur le circuit électrique. On va inclure également dans ces pertes si jamais on a des consommations pirates, des gens qui viennent se brancher directement sur les câbles plutôt que par leur compteur électrique. On classifiera également cela dans les pertes dans nos données. Les consommations finales dans les différents secteurs, industrie, agriculture, résidentiel, etc. Donc, il est important de distinguer, justement, quand on parle d'électricité, on a les productions donc, en gigawattheure, en kilowattheure, et les capacités et les charges maximales, qui sont, elles, en puissance, donc en mégawatts et en mégawatts, donc en unité d'énergie, unité de puissance, et non pas d'énergie. Comme je vous disais, là, on avait une situation un peu simpliste de la production d'électricité. En réalité, comme on l'a vu, on a différents types de sources. On va avoir des centrales à charbon, comme on va avoir des centrales électriques qui, elles, n'ont pas d'entrée de combustible. Alors, comment on classifie cela? On distingue l'électricité suivant ses sources. Ces sources, c'est l'électricité primaire ou secondaire. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. L'électricité primaire sera, par exemple, quand on parle de secteur hydraulique, de l'air photovoltaïque, de l'éolienne, de la marée motrice. Donc, comme je vous le disais quand je vous parlais des énergies renouvelables, quand on a le premier point de mesure sur ces installations de production, qui est la production d'électricité. Dans le cas des énergies, quand on parle d'électricité secondaire, ça, par exemple, le cas des productions issues de combustibles, charbon, gaz naturel, biocarburants, du secteur nucléaire,
de la géothermie et du solaire thermique. Rappelez-vous, solaire thermique, je vous l'expliquais, on part d'abord de la chaleur produite par de la chaleur injectée sur le réseau d'eau qui permet ensuite la génération d'électricité. Pour le nucléaire et la géothermie, c'est la même chose. La géothermie, on va considérer que l'énergie primaire sur cette centrale électrique sera la chaleur issue de la, terre de la profondeur de la Terre et qui se retrouve dans le réseau d'eau injecté au fond, dans ce circuit. Et cette chaleur qui permettra ensuite la production d'électricité plus haut. Le secteur nucléaire, on s'intéressera à la chaleur issue du noyau nucléaire, de sa production, et à partir de cette chaleur, on y appliquera une efficacité standard pour justement une efficacité standard pour avoir l'électricité produite. On distingue également, quand on parle des producteurs d'électricité, deux grands cas. Je vous en avais parlé un petit peu précédemment. Les centrales, dont c'est l'activité principale, donc les centrales électriques de nature qu'on conçoit en fait de manière générale, donc dont l'activité première principale économique, et la génération d'électricité ou de chaleur et la vente de cette génération de ces produits. Et on distingue de cela les autoproducteurs qui seront, par exemple, une industrie qui brûle du gaz naturel pour son activité, mettons, de production de chaussures, j'invente quelque chose, mais comme elle produit un petit peu plus d'électricité que ce dont elle a besoin, elle va vendre ce surplus d'électricité aux distributeurs d'énergie et donc à alimenter le réseau avec son surplus. Dans ces cas-là, on parle d'un autoproducteur. Cela arrive aussi souvent avec des secteurs tels que l'agriculture qui vont utiliser des méthaniseurs pour produire de l'électricité et en parallèle de leur vente de produits agricoles, vendront de l'électricité au réseau. Enfin, sur les types de centrales, pour aller très vite, nous avons les centrales à électricité seule, à chaleur seule, ou avec une cogénération de chaleur et d'électricité, ce qui mène souvent à des efficacités plus importantes sur justement la production d'énergie en sortie de ces centrales électriques. C'est souvent le cas des centrales à gaz qui sont justement une cogénération d'électricité et de chaleur. Un retour, encore une fois, sur le calcul de l'efficacité, qui est très important et qui sert beaucoup sur le contrôle de vos jeux de données et également pour établir l'efficacité ou pas des centrales au sein de votre pays, qui vous permettent d'avoir une image sur justement est-ce qu'une centrale particulière aurait besoin de rénovation ou fonctionne correctement. Donc, quand on travaille ici en unité énergétique, on a l'efficacité qui sera toujours inférieure à 100%. Comme dit, on ne crée pas d'énergie à partir du vide. Au sein d'une transformation, on en perd de manière générale. Et cette efficacité va varier suivant les technologies et les types de combustibles choisis. Donc, mettons qu'on a une entrée de 100 unités de charbon, de gaz naturel, de pétrole, qu'importe. En sortie, nous aurons 20 unités d'électricité et 45 unités de chaleur. Donc, on a une efficacité de 65% dans ce cas-là. Et la perte, justement, les 35 unités manquantes, ce sont souvent des pertes en chaleur. C'est une chaleur qui est dissipée lors de la combustion et que l'on ne peut pas capter ou alors en utilisant des moyens techniques très particuliers pour être utilisés plus tard. Donc, l'important, encore une fois, les unités, quand on fait le calcul de ce genre d'efficacité, l'entrée et la sortie sont dans la même unité. C'est pour le calcul, bien évidemment. On ne divise pas des gigawattheures par des terajoules. Un petit point sur la capacité rapidement. Donc, quand on parle des capacités maximales nettes, on parle du potentiel de production donc en puissance, en mégawattheures, qui peut être fourni par une centrale électrique. Et quand on parle de capacité à niveau national, on parle de toutes les centrales actives au 31 décembre de l'année en question. Et donc, le pouvoir, la capacité maximale nette en ressources hydrauliques de la RDC sera calculée au 31 décembre de l'année 2019. Et c'est là qu'on établira cette capacité. À partir quand on a établi cette capacité, on peut calculer différents indicateurs, notamment les facteurs de capacité, qui sont les productions réelles, divisées par la production potentielle maximale, donc qui est la capacité multipliée par le temps d'activité de la centrale. On est sur un point assez précis sur lequel on pourra revenir plus tard en discussion, si vous le souhaitez.
mais cela permet souvent aussi d'établir l'efficacité et l'utilité de telle ou telle centrale électrique. Enfin, pour revenir rapidement sur la notion justement de production brute et nette, comme je vous le disais, donc nous avons la production brute qui est l'ensemble de l'électricité issue de la centrale électrique et on va y soustraire la consommation propre de la centrale pour n'avoir que la nette. Et la production nette est celle qui est injectée dans les réseaux électriques, qui est distribuée à l'ensemble, au reste du pays par la suite. Et en général, on s'attend à ce que la consommation propre représente environ 5% de la production brute. C'est la valeur à laquelle on s'attend à trouver. Comme je vous disais, un autre point important, notamment dans les pays en développement, est le suivi des pertes de transmission et de distribution. Donc, nous allons avoir des pertes de 1 à 2% lors de la transformation du courant en basse ou haute tension. Ensuite, au sein de la diffusion dans ces circuits haute tension, vous allez avoir 2 à 4% de pertes. Et à nouveau, 1 à 4% de pertes lorsque l'on repasse à des basses ou des hautes tensions pour les distributions plus locales. Donc, on s'attend en général sur l'ensemble du circuit à avoir des pertes dans une échelle de 5 à 10%. Ces pertes peuvent être plus grandes avec des réseaux anciens, moins bien entretenus ou plus dispersés, ou dans des zones où on va avoir des vols d'électricité, comme vous disiez, des gens qui viennent se brancher directement sur les transformateurs ou sur les câbles sans passer par leur transformateur, leur compteur électrique. Un dernier point sur une particularité qu'on a eu pour les autres types d'énergie, de produits énergétiques. On s'intéresse, quand on parle des échanges, des importations et des exportations, à l'origine et à destination finale des produits. Dans le cas de l'électricité, c'est un petit peu différent, car ce n'est pas un produit physique, dans le sens où on n'a pas une boîte, un baril, une caisse d'électricité qui va être transportée. Il s'agit de réseaux continus de câbles dans lesquels les électrons circulent. Il est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là de se concentrer sur l'origine et la destination finale d'un électron, notamment du fait que les réseaux électriques sont de plus en plus interconnectés entre les pays. Donc, dans le cas de l'électricité pour les importations et exportations, on va se concentrer sur le flux traversant la frontière. Donc, tous les flux, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte la destination finale ou l'origine de ces flux. Donc, l'électricité est le seul produit énergétique dans lequel on prend en compte la réexportation, justement. Mettons un exemple ici. Nous avons la Zambie qui produirait de l'électricité. Le texte n'est pas bon, désolé. Écoutez, ne lisez pas, écoutez plutôt. Donc, la Zambie produit de l'électricité et souhaite l'exporter au Congo. Nous avons un circuit électrique qui relie les deux pays en passant par la DRC. La DRC, la Zambie, va rapporter une exportation à la RDC, donc tout le flux qui a traversé la frontière à ce point précis. La RDC va rapporter une importation de la Zambie et la même valeur en exportation au Congo, et le Congo, lui, rapportera une importation de la RDC, ce qui permet d'avoir un suivi justement détaillé des circuits électriques au sein du pays. Noé, il me semble que nous avons dépassé le temps prévu pour la fin de oui, nous avons dépassé le temps, je me dépêche. Navré pour ce retard, la présentation était un petit peu lourde. Les sources de données, donc je vais aller vite, on a déjà parlé de cela avec Julia. Nous avons des sources, donc les sondages directement aux producteurs, aux centrales, etc., au marché, auprès des marchés publics, auprès des entreprises consommatrices ou des ménages. Nous avons les données administratives qui sont fournies par les régulateurs de l'énergie, les entreprises qui sont en charge des réseaux de distribution, par les douanes pour ce qui est normalement de sites traversés frontières, et les données collectées pour le suivi des applications des politiques, mettons d'efficacité énergétique ou des programmes d'accès à l'électricité. On va avoir possiblement des mesures directes dans certains endroits grâce à des compteurs, ce qu'on appelle smart, ou des compteurs conventionnels simplement qui sont relevés directement. Et enfin, des estimations, par exemple sur les capacités en solaire du fait des microstructures ou les informations fournies par les centrales. Mettons qu'on ait une année où on manque l'entrée
des combustibles dans une centrale électrique, mais on a la sortie. On peut estimer que si l'efficacité a été la même entre toutes les années, ainsi l'intrant global. Et nous sommes enfin à la fin de cette grosse présentation. Encore une fois, désolé du retard. Gianluca, si tu veux reprendre la main. Oui, merci Nicole. Désolé encore pour le temps qu'on a pris un peu en avance. Je vais peut-être, pour la partie sur l'exercice, on va aller très très vite. De toute façon, vous allez recevoir les solutions. Et si vous avez des questions supplémentaires sur l'exercice, vous allez pouvoir nous envoyer. Donc, c'est pour ça que je vais juste vous montrer un peu les questions qu'il y a et les raisonnements sans aller trop en détail. Comme ça, vous pouvez aller continuer votre journée comme prévu. En seconde que je partage l'écran, on va reprendre l'exercice qu'on avait commencé avant. On est arrivé jusqu'à la question 4. En effet, on avait trouvé un problème avec l'écart statistique en 2015. Pour continuer l'exercice, on a des données supplémentaires sur la production d'électricité par tous les différentes sources, dont les gaz naturels. Donc ça, c'est production d'électricité avec les gaz naturels. On avait déjà tous les bilans de gaz naturel par approvisionnement et demande. Et la question, c'est de calculer pour les productions d'électricité de gaz naturel les rendements de production. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a utilisé les entrées de gaz naturel dans les centrales électriques. Ici, c'est un terajoules, donc on doit faire attention à les unités parce que l'électricité est un gigawattheure. Donc, on a calculé ça avec une conversion, facteur de conversion donné de kilowattheure à terajoules. Donc, on a divisé les sorties, donc la production de l'électricité pour le gaz naturel, on l'a divisé par l'énergie contenue dans le gaz naturel qui est utilisée pour produire l'énergie électrique. Ici, on voit qu'on a différentes efficacités pour chaque année. Par contre, on se rend compte dans la question 6, en effet, qui nous demande de regarder qu'en 2015, il y a un petit problème dans l'efficacité, comme on voit sur le graphique, où notre efficacité, ce petit triangle, elle est très bas par rapport aux autres années. Et si on regarde séparément la production d'électricité par gaz naturel et les intrants qu'on avait calculés plutôt dans la matinée des gaz naturels dans les centrales électriques, on voit qu'il y a en effet peut-être un problème dû à les entrées. Parce que la production d'électricité ne change pas grand-chose. Il a un trend historique propre. Par contre, on a un pic d'entrée dans les centrales de gaz naturel en 2015, que ça peut être peut-être en erreur. On n'est pas sûr, parce que ça pourrait être aussi que cette année, on avait besoin de produire plus d'électricité avec les gaz naturels, donc on a augmenté que cette année-là pour compenser peut-être la production plus faible par des autres types de centrales. Et alors, en ces cas-là, ce serait en erreur de la partie de la production d'électricité qui était reportée un peu plus faible. Pour résoudre l'exercice, on prend en compte que l'erreur, c'est quand même dans les intrants. Et donc, on s'est dit ça aussi pourquoi? Parce que si on regarde avant, on s'était rendu compte que aussi dans notre bilan des gaz naturels, on avait un écart statistique dans la même année que l'efficacité un peu étrange. On avait un état statistique très grand. Et donc, si là, on a deux choses qui nous disent que l'erreur dans l'efficacité, dans l'écart statistique, peut venir de les centrales électriques et les intrants de centrales électriques par rapport au gaz naturel. Donc, avec ces deux facteurs, si on n'a pas d'autre façon pour investiguer ces soucis, on peut se dire que les problèmes venant de là, on peut les corriger avant, notamment, de pouvoir récolter les données, regarder à nouveau avec les producteurs d'électricité ou les vendeurs de gaz naturel combien il était utilisé. On va pouvoir recalculer cet intrant en utilisant une efficacité énergétique de production plus réelle que les 20%, par exemple en utilisant les valeurs historiques qu'on a calculées les années d'après et les années d'avant. Si on utilise par exemple 35% comme efficacité et on recalcule notre entrée dans les centrales électriques à partir de la production d'électricité, on voit qu'on résout aussi les problèmes d'écart statistique, qui maintenant il est plus de 135%, et on résout aussi notre problème d'efficacité, qui maintenant, comme on voit, elle est stable. Ça, c'était l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, mais aussi plus tard, par email ou dans les prochains webinaires qu'on va avoir dans cette semaine et la semaine qui
qui viennent à venir. Je ne vois pas de questions pour le moment. Juste dans la chat. Juste, on a eu Augustin qui nous demandait si la consommation propre d'électricité dans les centrales, c'était 3 ou 5%, car dans la présentation de Julien, on avait 3%. On s'attend à justement une échelle entre 3 et 5%, à vrai dire. C'est dans cet ordre de grandeur-là. Suivant les technologies, l'âge des centrales et les technologies utilisées, on n'aura pas forcément une valeur proche, mais c'est plus ou moins, on va dire, pour couper à point 2, 4%, c'est un ordre de grandeur qui correspond à ce à quoi on s'attend. Parfait, parfait. Merci Nicole. Il y a d'autres questions intéressantes à partager? Sinon, on peut... Alors, on a eu Olivier qui nous posait des questions sur justement les stratégies d'atténuation de pollution de l'exploitation du charbon pour la production d'électricité. Comme je vous l'avais dit dans ma présentation, les technologies, ce qu'on appelle le clean coal, pour le moment, c'est surtout des stratégies d'amélioration des systèmes de combustion pour avoir un meilleur rendement en quantité d'électricité produite par rapport à la masse de charbon injectée pour la combustion. Donc, améliorer le rendement énergétique ainsi, et aussi certaines technologies de capture du dioxyde de carbone avant qu'il soit éjecté dans l'atmosphère. Ce sont des technologies pour le moment surtout encore en développement. On a des centrales, notamment aux États-Unis, je crois qu'ils essaient de travailler beaucoup avec ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit pour le moment en Afrique. Donc, je pense que vous trouverez certainement des articles, plusieurs articles en ligne qui traitent déjà du sujet, mais pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait du genre de centrale qui s'installe sur le continent. Et je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, n'hésitez pas, comme je disais, à nous recontacter. Vous allez recevoir tous ces matériels présentés aujourd'hui et l'enregistration du webinaire d'aujourd'hui aussi va être mis en ligne le plus tôt possible sur YouTube et on va vous fournir les liens. Mais aussi dans YouTube et aussi par email, vous allez avoir accès à l'exercice avec les solutions et avec les présentations aussi. Rendez-vous maintenant, c'est pour mercredi avec Nicolas encore pour parler plutôt de comment on construit les bilans énergétiques à partir des statistiques énergétiques. Et après, on va aussi regarder comment est-ce qu'on calcule les émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie. Et on va aussi, dans la deuxième partie de la journée, mercredi matin, à regarder un peu comment est-ce qu'on fait un calcul les indicateurs d'efficacité énergétique, mais aussi les prix de l'énergie. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon après-midi et surtout un bon appétit maintenant, parce que c'est l'heure du repas. Le plus important de la journée. Merci beaucoup à tous et donc à mercredi pour la prochaine présentation. Au revoir.